Bien, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une agora en distanciel, pas tout à fait virtuel, parce que vous pouvez le voir, on est dans un mixte de format présentiel distanciel. J'espère que vous nous suivez sur les liens et les réseaux sociaux actuellement de façon confortable. On va vérifier ça avec l'équipe technique pour que tout soit fluide. Je vous remercie de votre présence à toutes et à tous pour cette agora intitulée Quels sont les bienfaits du sport et de l'alimentation sur les maladies chroniques et en particulier le diabète. On va tout au long de cette intervention d'une heure et demie environ à la fois prendre des questions qui viennent de vous, participantes et participants, et de nos spécialistes qui sont avec nous ce soir pour en débattre. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je ne me présente pas tout à fait moi-même. Je vais laisser Michel Aujar, qui est notre présidente de région, donc Île-de-France, d'Harmonie Mutuelle, nous dire le petit mot de bienvenue traditionnel, comme il se doit. Merci. Merci Vincent. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Harmonie Mutuelle, première mutuelle de France, a à cœur la prévention, la préservation de la santé de toutes et tous. Dans le cadre de la semaine de prévention du diabète, la région Île-de-France a organisé cette agora. Nos invités débattront avec vous sur les sujets et les bienfaits d'une alimentation santé et d'une activité physique adaptée pour prévenir le diabète de type 2. Nous aurons aussi le plaisir, en début de cette agora, d'avoir le président Thomas Blanchette, le président de Harmonie Mutuelle, qui interviendra. Nous avons privilégié le distanciel compte tenu des conditions sanitaires. En Île-de-France, ça a un avantage parce que les déplacements ne sont pas toujours faciles. Donc, ça permet à un plus grand nombre d'entre vous de vous connecter. Donc, je laisse le soin à nos invités et à Vincent de conduire le débat. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de conversation. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci de votre présence. Merci Michel. Donc 10 secondes, même pas 3 secondes sur moi. Je m'appelle Vincent Manfredi, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur et producteur de films. Ça c'est pour dans la vraie vie et dans la vie mutualiste, engagé aux côtés de Michel et de nombreux élus, dont notre président et quasiment tous les intervenants qui sont là ce soir, sur les questions de santé et donc élu de cette région Île-de-France. Et quand on est élu dans une mutuelle, juste pour le rappel, on est principalement surtout des bénévoles. Voilà. Ce soir seront avec nous quelques invités. Alors juste à côté de moi, je commence par évidemment celui qui a pu nous rejoindre en présentiel pour des raisons de transport notamment, comme le disait Michel, Gérard Raymond, président de France Asso Santé, qui est également administrateur de la Fédération française des diabétiques et de nombreuses associations sur le sujet. Le professeur Hélène Billan, qui est toujours avec sa blouse en distanciel et qui nous rejoindra au fur et à mesure des interventions. Bonsoir professeur et merci de votre présence. Tania Pachev, qui est diététicienne et qui est également consultante en santé environnementale, et vous comprendrez pourquoi c'est intéressant d'élargir le sujet à cela. Et puis Nordine Attab, qui est, je crois, en direct d'Orléans, si je ne dis pas de bêtises, Nordine, qui est notre coach sportif et qui nous expliquera comment on peut finalement passer de coach sportif à initiateur de mouvement. Vous verrez derrière l'intitulé toute la finesse de son intervention, de son analyse et de son expérience sur le sujet. Pour commencer cette agora, alors je rappelle, l'agora traditionnellement chez Harmonie, on l'a fait avec 50, 60 personnes. On a le droit de s'interpeller, de répondre, de réagir. Là, c'est un tout petit peu différent que le format distanciel. Vous avez une boîte à questions, pardon, un fil de discussion, donc vous pouvez commencer à poser des questions. Néanmoins, attendez un peu qu'on rentre dans les sujets et puis on verra au fur et à mesure comment on les traite, comment on les prend. Si on les prend plutôt en fin de thématique ou en fin de réunion, ça va dépendre aussi de la densité d'intervention de nos intervenants. Mais ça, on n'a pas trop de doutes sur ce point. Professeur Billan, donc je reviens vers vous pour peut-être un petit peu introduire le sujet, parce que vous êtes finalement notre caution scientifique. Ce soir, vous êtes en direct de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et je ne vous avais pas présenté dans le lot de nos intervenants en distance, parce que vous êtes notre première caution à intervenir ce soir.
Professeur, y a-t-il une vérité sur le diabète et est-ce qu'il y a autant de diabète différents que de diabétiques? Et s'il vous plaît, confirmez-moi que vous nous entendez bien parce qu'on n'a pas eu tout à fait le timing nécessaire pour faire les petits essais sur le poste à partir duquel vous prenez la parole. Parfait, je vous entends très bien. Donc, pour répondre à votre question, alors on sait qu'en France, sur les patients diabétiques, on va avoir à peu près 90-95% des personnes qui sont suivies pour un diabète de type 2. Et c'est tout l'intérêt d'avoir autour de nous un coach sportif et une diététicienne, puisque c'est un type de diabète qui apparaît plutôt avec l'âge adulte et souvent associé à une prise de poids, une sédentarité. Après, il y a d'autres types de diabète sur le plan physiopathologique, notamment donc le diabète de type 1 qui est beaucoup plus un diabète de l'enfant, du jeune, qui nécessitera des insulinothérapies. Et puis, je pense que le professeur Raymond, monsieur Raymond vous en parlera en termes justement de nouvelles technologies. Et puis, il y a ensuite encore plein de types de diabète beaucoup plus anecdotiques, diabète pancréatique, des diabètes génétiques, diabète secondaire à des pathologies, mais qui sont là plus du domaine du spécialiste et qui concernent probablement moins nos auditeurs ce soir. Mais c'est vrai qu'à votre première question qui était est-ce qu'il y a plein de types de diabète, il y a en effet finalement avant tout, quel que soit le type de diabète sur le plan physiopathologique, on a surtout des patients, des modes de vie différents, des habitudes de vie. Et c'est ça qui est pour nous le plus important à prendre en compte si on veut rendre les patients acteurs de leur maladie. Très bien, merci beaucoup. Quand on a préparé, professeur, cette intervention, vous m'avez parlé d'un sujet qui est très important, qui me paraît premier, c'est finalement l'image que l'on a du diabétique, à la fois pour soi-même et vis-à-vis de la société. Est-ce qu'on peut, je dirais, un petit peu attaquer aussi le sujet par ça, parce que je dirais qu'il y a beaucoup de préjugés quand même sur cette maladie. Je sais plus ce que je vous avais raconté en entretien. Gérard Raymond nous dit en plateau que ça change un peu, mais néanmoins, effectivement, il y avait une forme de culpabilité dont vous nous aviez parlé. Ah, d'accord. En fait, c'est vrai que certains patients, quand on fait le diagnostic de diabète, se savaient ou pensent qu'ils auraient peut-être dû mettre en place certaines choses. Et c'est vrai que quand on parle de diabète de type 2, on sait que si on a 2 parents diabétiques, notre risque individuel de devenir diabétique, il est quasiment de 50%. Donc ça veut dire, si mes 2 parents sont diabétiques, j'ai un risque sur 2, moi-même, d'avoir du diabète. Et donc ça, dans certaines familles, évidemment, on le sait. Et les messages de santé publique diffusent quand même un petit peu des messages de prévention, d'activité physique. Et donc, quand les patients venant de familles diabétiques se font diagnostiquer un diabète, il y a parfois ce sentiment de culpabilité de se dire mais je le savais, je ne voulais pas le savoir, je ne voulais pas me faire dépister. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'était peut-être une mauvaise attitude, puisque maintenant, finalement, c'est plus difficile aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était cette idée-là que j'avais évoquée avec vous. Et puis l'autre point, c'est par rapport, je vois Monsieur Raymond qui hoche la tête, mais beaucoup d'impatience de vous répondre, en tout cas de partager. Vous continuez, je vous en prie, professeur. Et l'autre point, peut-être par rapport à votre idée de la société, c'est on voit beaucoup de changements avec l'apparition des capteurs. Toutes les nouvelles technologies actuelles font que certains patients donc sont porteurs de capteurs qui deviennent visibles dans l'espace public et qui, pour certains, est une façon d'en parler simplement en disant moi, je contrôle ma maladie et voilà, c'est des outils qui me permettent de contrôler. Et d'autres patients, une minorité, vont refuser ces objets en disant ça se voit quand je vais à la plage, à la piscine, j'ai un capteur, donc on voit que j'ai du diabète. Mais je dirais que c'est une minorité. La plupart des patients qui ont besoin de capteurs sont justement au contraire très demandeurs de ces nouvelles technologies. Alors, je laisse peut-être...
Oui, merci beaucoup. On reviendra un peu plus tard sur les objets connectés et cette évolution parce que effectivement, il y a toute l'évolution de la prise en charge et du rapport également aux professionnels de santé. Gérard Raymond, du point de vue du patient, le diabète, d'abord, c'est tous les âges. Quelle image, justement, on renvoie quand on affiche ou en tout cas quand on est confronté à cette maladie au quotidien? Merci pour cette invitation parce qu'effectivement, ça fait pas mal de temps que je ne parle plus de diabète, donc ça va me rajeunir et me ramener à mes chers amours. Mais effectivement, les diabètes, ça commence, le diabète de type 1, parfois à l'âge 0 et quelques jours. Le diabète de type 2, ça commence un peu plus tard, les personnes âgées, même si on a aujourd'hui quelques ados qui développent quelques diabètes de type 2. Et puis de toute façon, les diabètes, c'est pour toute la vie. Une fois que vous l'avez, malheureusement, on n'en guérit pas. Même si on peut avoir, pour le diabète de type 2, quelques rémissions ou quelques stabilisations. C'est un peu complexe. C'est surtout ce que je voulais pour répondre au professeur. Merci du lapsus de m'appeler professeur aussi. Ça me fera plaisir. À André Grimaldi, qui m'aime bien. Donc je rappelle que tout est enregistré, voilà. Qu'on peut ressortir évidemment oui, non, mais phrases. Voilà, j'espère bien que ce sera pour l'ambiance. Et donc, non, moi je suis qu'un rhinologue, donc tout va bien. Et c'est le regard que portent les individus, la société vis-à-vis des diabétiques. Diabète de type 1, on les plaint, les pauvres petits qui sont malades, effectivement, ça va bien. Mais c'est sur le diabète de type 2 que le regard est parfois un peu plus critique. Parce qu'effectivement, ces personnes qui sont sédentaires, obèses, qui ont bien mangé et bien bu toute leur vie, si elles sont diabétiques, c'est un peu de leur faute. Et donc ce regard est parfois un petit peu provoquant de la part de la société, d'ailleurs même, pire. Il est provoquant aussi de la part de certains diabétiques de type 1. J'espère que ça s'est calmé, parce qu'à une époque, certains diabétiques de type 1 considéraient qu'effectivement, l'image du diabétique du type 2 dégradait le type 1. Ouais, ça, c'est des petites querelles de clocher, mais quand même, qui porte aussi sur le regard qu'on peut porter soi-même sur sa propre maladie et sa faculté effectivement à se soigner, à pouvoir s'investir dans son traitement, dans sa qualité de vie, parce qu'il n'y a pas que le traitement, il y a beaucoup de qualité de vie. Je suis très heureux qu'on parle de diabète avec un coach sportif et une diététicienne. J'ai connu le temps où on ne parlait de diabète qu'avec un diabétologue, donc c'était un peu plus difficile. Ah, je suis un vieux diabétique, comme vous savez, j'ai 40 ans de diabète, donc on n'avait pas tout ça à cette époque-là. Ni les capteurs, évidemment. Mais donc, c'est important qu'aujourd'hui, on prenne en considération ce qu'est la vie, la qualité de vie de la personne, pas simplement le traitement médicamenteux. Et ce regard que porte la société, particulièrement sur les diabétiques du type 2, doit changer, parce que c'est pas parce qu'ils ont bien bu et bien mangé qu'ils sont devenus diabétiques. On sait aujourd'hui que c'est une maladie génétique, héréditaire, et donc effectivement, on a des moyens aujourd'hui de prévention, on a des moyens d'éducation à la santé, on a des moyens de faire une prise en charge tout au long de la vie pour l'équilibre nutritionnel, l'activité physique, afin qu'effectivement cette maladie ne se déclare le plus tard possible ou ne se déclare pas du tout. Et ça, c'est une excellente chose, bien entendu. Alors effectivement, les choses évoluent. On va demander à Thomas Blanchette, qui est en direct avec nous également, un petit peu son ressenti sur ces enjeux-là. Et puis surtout, Thomas, la façon dont Harmonie Mutuelle accompagne nos adhérents, on va en parler, et puis également véhicule des messages de prévention, comme le disait à l'instant Gérard Raymond, sur ce sujet. Finalement, en quoi nous, mutualistes, on est finalement acteurs sur ce sujet? Déjà, tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais vous dire ma grande joie d'intervenir dans cette Agora, la première en Île-de-France, mais certainement pas la dernière. Je suis malheureusement à distance, retenu par d'autres obligations en cette rentrée chargée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ces moments d'échange avec des experts et ouverts à tous les adhérents sont en effet pour moi un élément important dans l'action d'Harmonie Mutuelle. Bon, c'est un sujet que je ne découvre pas en tant que président ou en tant qu'homme engagé, puisque j'ai eu l'occasion, durant ces dernières années,
en ma qualité de membre du Conseil d'assurance maladie, d'échanger, de partager, de découvrir la réalité à la fois des patients diabétiques, les travaux menés par l'Association française des diabétiques et d'échanger très longuement et de travailler en étroite collaboration avec Gérard et avec les équipes de la fédération. Simplement vous dire que cette dimension de prise en charge des pathologies chroniques auprès de nos adhérents, mais plus largement dans les territoires, auprès des assurés sociaux, auprès des citoyens, c'est une préoccupation. On accélérera sur cette dimension-là pour faire en sorte qu'au-delà des agoras, on puisse co-construire, c'est un thème qui m'est cher, co-construire des dispositifs, co-construire des accompagnements au plus près des territoires et dans les territoires avec les associations de patients. J'espère que vous prendrez plaisir ce soir à suivre cette agora. Là, je m'adresse à l'ensemble des adhérents ou à l'ensemble des personnes qui suivent ce moment important dans la vie mutualiste territoriale. Je me permets à ce moment de mon propos de remercier les organisateurs et l'ensemble des collaborateurs qui se sont investis pour que ce moment soit une réussite. Et parmi les élus, remercier bien sûr la présidente au JAR, chère Michel. Vous bénéficierez donc durant cette soirée de cet échange d'interventions de qualité de nos intervenants, que je remercie chaudement au nom de la mutuelle. Mais tout d'abord, honneur aux dames, au professeur Hélène Billan, qui est déjà intervenue, donc que je salue, qui apportera ses précieux éclairages scientifiques, gage de sérieux de nos agoras. Même si Gérard Raymond a été qualifié de professeur tout à l'heure, je sais que c'était un homme engagé et un patient expert, mais il y a peut-être une promotion durant l'été. Mais je remercie ensuite Nordi Natab, le coach sportif, dont on peut tous rêver pour préparer dès maintenant l'été 2022. Merci également, bien sûr, à Madame Tania Petcheff, diététicienne, qui apportera ses conseils pratiques, dont je sais qu'ils seront utiles, et dont je partage, bien sûr, la préoccupation pour la santé environnementale, déterminant essentiel de notre santé, de notre état de santé. Vous dire aussi qu'Harmonie Mutuelle, dans le cadre de ses travaux présents et futurs, engage une démarche d'entreprise mutualiste à mission dans lequel cette dimension environnementale, en tant que déterminant de santé, en tant qu'impact, etc., fait partie de nos travaux prioritaires, et fait partie de nos travaux du moment. Enfin, merci à Gérard Raymond, un ami, à la fois président de France Asso Santé, dont on connaît bien sûr l'implication sans faille de longue date auprès des patients diabétiques, mais aussi, pour l'avoir constaté de visu, auprès des pouvoirs publics, auprès des dirigeants de l'assurance maladie, et ceci depuis de nombreuses années, et auprès des différents directeurs de la caisse et auprès des différents dirigeants. Je suis dans une logique, en tant que président, d'accentuer, d'accélérer sur la logique de co-construction avec les parties prenantes. Et quand je parle des parties prenantes, je parle bien sûr des professionnels de santé sur les territoires, mais aussi des acteurs de la démocratie sanitaire. Et dans les acteurs de la démocratie sanitaire, bien sûr, l'ensemble des associations de patients, des associations de consommateurs, les professionnels de santé, je vais l'évoquer, l'ensemble des représentants des corps intermédiaires. Donc on a déjà commencé, on a travaillé depuis quelques années avec la Fédération française des diabétiques, et on aura dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, l'occasion d'imaginer comment on continue de travailler ensemble et comment on accélère sur ces dimensions-là. Donc voilà ce que je souhaitais délivrer. Je suis plutôt, moi, un acteur de la protection sociale complémentaire, mais pour les adhérents qui nous écoutent, pour les militants qui nous occupent, et puis pour les parties prenantes et les partenaires présents sur le plateau, sachez que cette préoccupation de l'accompagnement des pathologies chroniques, l'accompagnement de cohorte, l'accompagnement de la mise en place de dispositifs, et le sujet a été évoqué ce soir, tant sur la diététique, sur le mieux manger, le mieux bouger, non pas sur le sport adapté, mais sur l'activité physique adaptée, etc., etc. Ce sont des préoccupations que je porte à titre personnel et que je
et j'aurai un haut degré d'exigence auprès des collaborateurs et auprès des équipes, auprès des politiques, pour faire en sorte que cette dimension, dans les mois qui viennent, je suis nouveau président depuis quelques semaines, soit une des priorités de la mandature et des travaux dans les mois qui viennent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Malheureusement, je ne pourrai suivre vos travaux, mais j'aurai l'occasion de revenir et on ne manquera pas de m'en faire une synthèse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, cher Gérard, à très bientôt sur Paris ou dans les territoires pour imaginer la suite de notre collaboration. Merci, merci Thomas. Merci Thomas, merci Président de cette intervention. Moi, le seul problème, c'est que d'ici la fin de notre séance, je pense que je vais appeler Gérard Raymond professeur, parce que ça va devenir un peu le récurrent. Voilà, la blague, en tout cas, on la garde. On remercie Thomas de son intervention, de sa disponibilité sur un agenda qui est très, très contraint. Thomas est également notre nouveau président, donc voilà, il fait également le tour des régions et des élus et des collaborateurs en ce moment. Donc la période de rentrée est toujours un petit peu chargée et il s'excuse bien évidemment de n'avoir pu intervenir plus longtemps avec nous, et surtout en plateau. Gérard, qui est avec nous. Sport ou nutrition, votre secret, ce serait quoi à vous? On posera la question également à Michel juste après, qui est là. Non, je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, on va beaucoup parler des personnes atteintes de diabète de type 2 pour qui l'activité physique et la nutrition sont quand même relativement à la base du traitement, mais pour un diabétique du type 1 aussi. Et vous avez un vieil exemple devant vous d'un marathonien qui a fait des marathons en 3 heures de temps avec un diabète de type 1. Donc on voit bien que l'activité physique et le sport d'un bon niveau n'est pas aussi interdit aux diabétiques de type 1. C'est aussi une hygiène de vie pour tout le monde. Et ça, c'est important. Il faut le dire et le redire. Quelle que soit la pathologie chronique, eh bien, l'activité physique, eh bien, on a découvert ça il y a quelques années sur les personnes atteintes d'un cancer, et particulièrement du cancer du sein pour les femmes, que l'activité physique était aussi une excellente chose. D'abord physiquement, mais aussi psychologiquement, je trouve que c'est très bien. Donc ça permet de changer un petit peu son esprit. Donc, non, les deux sont complémentaires. Si vous voulez avoir une bonne activité physique, il vous faut avoir une bonne diététique. Je dirais une anecdote comme ça, ça va un peu détendre l'atmosphère. À l'époque où je faisais des marathons d'une façon assez intensive, où j'avais, les diététiciens et les sportifs comprendront, j'avais un régime qui était à 3400 calories par jour, puisque je faisais 2 entraînements par jour, suivi médicalement, vous ne faites pas de soucis, et tout allait très bien. Et je faisais mes petits 60 kilos, donc j'ai un peu changé, mais pour avoir 3400 calories par jour, il fallait quand même un peu de consistant. Et quand j'allais en hospitalisation de jour à l'hôpital de Rangueil, tout le monde le savait, et j'avais 2 plateaux repas très copieux. J'avais 2 plateaux repas très copieux, alors que je fréquentais effectivement dans cette hospitalisation de jour des diabétiques qui faisaient facilement les 90 ou 95 kilos, qui avaient leur plateau repas avec une petite noix de riz et tout juste. Et donc eux n'étaient pas contents parce qu'ils disaient, nous on fait 80 kilos et on n'a rien à manger, et lui c'est une plume, il a 2 plateaux repas. Voilà. C'était pas marathonien. Ah, certainement. Eux ne faisaient rien, oui, ça c'est vrai. Oui. Non, mais ce qui prouve que il y a aussi un avantage à faire du sport, c'est qu'on augmente un petit peu le nombre de calories et on peut parfois se faire un peu plus plaisir. Il faut trouver parfois de bonnes raisons ou de mauvaises raisons pour l'activité physique. Mais c'est extrêmement important. Parce que ce n'était pas tout à fait évident à une certaine époque, notamment pour les type 1, mais pour les type 2 c'est devenu une évidence, c'est qu'effectivement ça rentre dans le soin. C'est aujourd'hui quelque chose, on s'est beaucoup battu pour que le sport et la diététique soient pris en compte dans la prise en charge, les remboursements, on n'y est pas tout à fait encore arrivé, mais nous espérons que cela va se faire, parce que ça fait partie effectivement des soins d'une personne diabétique de type 2 pour pouvoir évidemment équilibrer son diabète. C'est extrêmement important. Les deux vont de pair.
Alors les deux vont de pair et on va donc les prendre les uns après les autres et ensuite les mixer pour voir ce que ça donne en termes d'équilibre, comme le dit Gérard Raymond. Tania Pachev, pardon, je me tourne vers vous pour qu'on parle un petit peu de ces préjugés sur le sucre, sur le sel, sur les régimes, donc toujours sur notre diabète de type 2. Je rappelle qu'on recentre un petit peu le débat ce soir dessus. On lit et surtout on entend un peu tout et son contraire. On a besoin de votre éclairage. Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, que ce soit dans le cadre de pathologies comme le diabète ou d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires. Et effectivement, souvent on a des gens qui viennent nous voir un petit peu perdus, qui nous disent j'ai tout arrêté, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté les matières grasses, je mange plus que ça ou ça, et leur vie est devenue cauchemardesque. Et en fait, l'idée c'est plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire de leur proposer de remanger les choses qu'ils ont arrêté de manger, mais en les aidant peut-être sur les quantités et sur la qualité. Le sucre, souvent, les gens pensent qu'ils sont devenus diabétiques parce qu'ils ont mangé trop sucré. Alors, on a bien entendu depuis tout à l'heure les différents intervenants qui ont bien expliqué que ce n'est pas le cas, qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que l'on va déclencher une pathologie telle que le diabète de type 2. Et donc, effectivement, le sucre n'est pas interdit. Alors, je parle sous le contrôle du professeur Lebien, mais le sucre n'est absolument pas interdit. Alors après, par contre, on va faire en sorte que les choses sucrées soient consommées dans le cadre d'un repas, pas seul, en dehors des repas, etc., pour ne pas se mettre en danger. Et puis, personnellement, je trouve que les idées reçues les plus prégnantes sont aussi sur les matières grasses, c'est-à-dire que on va tout arrêter, le fromage, la charcuterie, etc. On arrête les huiles. Et en fait, les matières grasses font partie d'un groupe d'aliments qui nous est clairement indispensable et peut-être même en plus grande quantité que ce que l'on croit. Donc l'idée, c'est de surtout pas s'empêcher de manger des matières grasses, mais de bien les choisir. Il existe des matières grasses qui sont extrêmement importantes, qui nous sont même indispensables, telles que par exemple les oméga 3, que la majorité des Français ne consomment pas suffisamment. Donc l'idée, ça va être de rajouter des bonnes matières grasses et donc d'aider ces personnes-là à aller les chercher sans forcément aller se supplémenter, puisque dans l'alimentation, on peut tout à fait trouver son compte. Que ce soit dans les végétaux ou dans les produits animaux, on peut tout à fait s'en sortir et justement contribuer à améliorer sa glycémie. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, tout à fait. Il y a juste une petite coupure de 2 secondes, excusez-moi. Donc vraiment, Tania Pachev, vous êtes sur cette notion d'équilibre et on commence à entrevoir aussi la notion de plaisir, c'est ça Bien sûr. Bien sûr, le plaisir, on en a parlé tout à l'heure, alors Nordine nous en parlera, le plaisir d'avoir une activité, ça fait du bien et ça procure du plaisir, mais manger, ça doit être aussi un plaisir et non pas une contrainte. On parlait de culpabilité tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Les personnes qui viennent d'avoir un diagnostic déjà sont pas forcément en bon état, c'est-à-dire c'est pas facile d'entendre ça, et si derrière après on vient les culpabiliser encore plus en disant il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu l'historique de la diététique, alors moi j'ai jamais travaillé comme ça, mais je sais que bien avant que je sois diététicienne, il y avait beaucoup d'interdictions. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans, peut-être professeur Raymond nous en parlera, mais on n'est plus du tout dans ce cadre-là aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée, c'est de manger de tout, de manger équilibré. J'aime à dire qu'il faut avoir beaucoup de couleurs dans son assiette, puisque les couleurs vont vous apporter des vitamines, des antioxydants qui sont aussi très importants pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Et donc voilà, varier les matières grasses, varier les apports en protéines, qu'elles soient végétales ou animales, les légumes, les fruits, etc. L'idée, c'est vraiment on en parlait quand on préparait l'émission, mais l'idée, c'est de se dire, c'est pas parce que je suis diabétique que je dois faire différemment des autres. Ce que doivent faire les diabétiques, hormis peut-être 2-3 petites règles qui leur sont propres, ça devrait être ce que tout le monde devrait faire finalement. C'est manger équilibré, manger varié, manger des choses les plus simples possibles. Essayer évidemment de reprendre plaisir aussi à cuisiner, éviter les plats transformés, ultra transformés, et c'est tout simplement ça finalement.
Alors ça veut dire aussi, si je vous écoute bien, ça veut dire pas d'aliments miracle, pas de solution miracle sur l'alimentaire, hein, cette notion d'équilibre. Parce qu'on lit beaucoup de choses là-dessus, hein, c'est vrai que tout et Oui, n'importe il y a quoi, sans tout. doute. Hein. Oui, oui, bah, les médias, voilà, dans les médias, on trouve de tout. Effectivement, on voit souvent des personnes arriver avec la pensée magique. Ça n'existe pas, que les choses soient claires. Il y a pas d'aliment miracle. Il y a eu plein de courants de mode de tel ou tel, aliment, de telle ou telle matière grasse exceptionnelle et cetera. Non, ce qui fonctionne, c'est la diversité, c'est la variété et c'est, de manger des choses simples. Alors après, on peut aller encore un petit peu plus loin évidemment, hein, et encore une fois, les conseils sont les mêmes, quelle que soit, votre pathologie ou pas d'ailleurs. Manger de saison, manger le plus souvent, si on peut se le permettre, des produits qui proviennent localement, des produits qui sont issus de l'agriculture biologique, hein. On a des études, hein, qui sortent, notamment Nutrinet, qui montrent les effets sur la santé des pesticides, des perturbateurs endocriniens, etc. On connaît aujourd'hui aussi des effets diabétogènes et obésogènes de beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc, on va essayer aussi de s'éviter cette exposition qui peut être délétère si elle est chronique. Merci Tania. Professeur Le Bihan, quand vous entendez cette notion d'équilibre et justement le fait qu'il n'y ait pas de miracle, en tout cas en termes alimentaires, de la même façon sur les médicaments, votre travail à vous, il n'y a pas de miracle non plus, tout est question d'équilibre là aussi? Alors, je veux bien rebondir sur ce que disait Madame Pachef en disant, moi j'ai connu, et Monsieur Raymond aussi sans doute, les régimes restrictifs et des interdits, mais c'est en effet le professeur Grimaldi qui m'avait formé il y a quelques années en disant il faut essayer d'éviter les interdits, mais ça correspond aussi à l'évolution thérapeutique qui fait que nos insulinothérapies ont tellement évolué que ça a permis de relâcher un petit peu des interdits qui étaient beaucoup plus prégnants auparavant quand les thérapeutiques n'étaient pas aussi avancées et que finalement un enfant qui prenait un goûter par exemple se retrouvait avec une hyperglycémie s'il n'avait pas fait de l'insuline. Et on sait quand même qu'il y a quelques patients diabétiques de type 2 sous insuline. Et donc c'est vrai que je pense que la diététique a beaucoup évolué et c'est très bien, et que c'est parfois perturbant, je dirais, pour les patients qui, quand ils ont vu des diététiciennes encore restrictives, parce que malgré tout, ça existe encore, d'avoir des diététiciennes qui donnent des recettes de cuisine très strictes, ils sont un peu perdus et de leur ouvrir un discours en disant mais finalement vous pouvez manger à peu près de tout de façon équilibrée en faisant attention à pas trop de boissons sucrées, pas trop en dehors des repas, ça peut être très perturbant parce que les gens sont rassurés par une solution miracle, mais ça n'existe pas. Donc, j'abonde aussi dans votre sens. Alors, pour répondre à votre question sur les thérapeutiques, donc c'est vrai que les thérapeutiques évoluent, mais moi, je les placerais. Je pense qu'on peut rien faire sans diététique et sans activité physique, que pour moi, c'est vraiment la base. Et on peut mettre tous les traitements qu'on veut. Si les patients n'ont pas la base ou ont du mal à s'astreindre à une régularité, on a quand même des difficultés à équilibrer la maladie avec toutes nos thérapeutiques. Alors, je vous évoquais quand même le fait que ces dernières années, on a eu vraiment des changements thérapeutiques majeurs qui sont en cours dans le diabète de type 2 avec l'arrivée de nouvelles classes médicamenteuses. Et notamment, donc la classe dont je parle, c'est la classe des inhibiteurs de SGLT2. Et cette classe de médicaments bouleverse un petit peu notre panel de médicaments, puisque ce sont des médicaments qu'on va proposer très tôt pour certains patients qui vont avoir des profils particuliers. Et je parle de personnes qui ont déjà fait des problèmes cardiovasculaires, donc soit un infarctus, soit une insuffisance cardiaque, ou bien qui ont une maladie rénale chronique, donc une insuffisance rénale chronique, et même à la découverte de leur maladie diabétique, on va avoir tendance à leur proposer cette nouvelle classe de médicaments qui a un mode d'action un peu différent et qui, pour une des premières fois, a démontré un vrai bénéfice
sur l'amélioration à la fois de la fonction cardiaque et de la fonction rénale. Et donc ça, c'est une classe de médicaments qu'on a à disposition depuis 1 an, qui pour l'instant est réservée aux spécialistes, mais qui devrait bientôt pouvoir être prescrite aussi par des médecins généralistes, puisque c'est les patients à qui elle s'adresse, cette classe de médicaments, ne sont pas forcément des patients qu'on verra en première intention au niveau du monde hospitalier. Mais j'y reviendrai selon les questions aussi. Voilà. Mais moi, en ayant rencontré aussi des patients qui ont changé radicalement leur mode de vie, je crois beaucoup à la diététique et beaucoup à l'activité physique. Donc, je vais redonner la parole aux autres intervenants. Merci professeur Billan. Donc déjà avec vous, on vient juste de constater qu'on s'était un petit peu mal ajusté sur l'intitulé. Hein. Ça devrait être bien fait du sport, de l'alimentation et de votre travail, bien sûr, mais vous l'avez compris. On essaie d'équilibrer les trois piliers, bien évidemment. Je me tourne maintenant vers Nordine pour parler justement du côté évidemment de l'activité sportive. Côté sport, Nordine, on n'est pas tous égaux. Hein. Ça, c'est clair de base. Combien de fois vous avez déjà entendu l'expression assez classique, c'est promis, je m'y mets le mois prochain? 1 milliard de fois, peut-être. 1 milliard de fois. Et le professeur Raymond rajoute, et moi, je ne peux pas le faire. Ouais, on est face à un champion de marathon, donc là, on va y aller avec humilité. Alors, il y a deux choses que j'ai bien aimées. J'ai beaucoup aimé ce soir la notion de plaisir et la notion d'activité physique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on court un petit peu, je trouve, à mon goût, hein, ça c'est mon avis personnel, un peu trop après la notion de sport. Et pour le coup, j'aime bien réintroduire cette notion d'activité physique qui, pour moi, met beaucoup moins de pression à beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément sportives et qui peuvent, sur des pathologies telles que le diabète ou d'autres maladies cardiovasculaires ou respiratoires, retrouver de la confiance, retrouver de l'envie aussi de pouvoir se bouger sans forcément se mettre la pression, se dire mince, moi j'ai une amie qui va courir 30 minutes ou 1 heure, ou mon voisin va faire de la musculation 3 à 4 fois par semaine. Non, si on peut se bouger déjà régulièrement par cette notion d'activité physique, pour moi déjà, on va prévenir beaucoup de maladies, dont le diabète qui peut être accompagné largement par cette notion-là. Très bien. On insiste beaucoup avec... J'avais un professeur de sport qui disait le sport c'est mauvais pour la santé, l'activité physique c'est bon pour la santé. Voilà. Alors je dis oui parce que aujourd'hui en plus on est tous un petit peu acteurs de cette pression, j'ai envie de dire pression médiatique, pression du voisinage aussi, du fait de faire du sport. Et pour le coup, alors on le verra peut-être tout à l'heure, mais par des petites situations simples, des astuces toutes simples, on va pouvoir retrouver, réintégrer du mouvement et des gestes dans son quotidien. Et ça pour moi c'est déjà une très belle victoire. C'est-à-dire que j'ai pas forcément nécessité de devoir courir un marathon chaque jour, sans manquer de respect au marathon, étant donné que j'ai déjà fait un marathon et que je prépare celui de Paris dans le 17 octobre. Mais au-delà de ça, pour moi, l'idée, c'est déjà de pouvoir, par exemple, marcher régulièrement. C'est vrai que mais on le verra tout à l'heure, pour certaines personnes que je vais accompagner, et on parlait des objets connectés, et ça, pour moi, c'est hyper important, dans les smartphones, on peut très vite se sensibiliser sur cette notion d'activité physique. Sauf que, quand on commence à mettre le nez dedans, très vite, on s'aperçoit que la sédentarité grignote du terrain. Je le prends en exemple simple. Hein. Ce soir, rien que dans la conférence, je vous dis bravo parce que vous êtes 3 personnes debout et nous, on est 3 personnes assises, dont moi qui est complètement affalé dans mon canapé. Et rien que ça, toutes ces petites astuces vont pouvoir me permettre... C'est trop tard. Le professeur Billan nous montre l'exemple. Ça a été un débat d'ailleurs, savoir si on était debout ou pas, mais j'ai entendu les conseils Nordine quand on a préparé. Donc mais j'ai trouvé ça top parce que c'est très rare que je puisse voir une visioconférence où les personnes sont debout. Donc rien que ça déjà, pour moi, c'est un message positif sur la prévention par l'activité physique. Est-ce que vous diriez un mot sur... moi, je veux vous interroger sur les changements de pratique avec la prescription d'activité physique. Est-ce que vous avez vu des modifications par rapport à ça? Est-ce que vous voulez en dire un mot? Faut que je dise la vérité ou pas? Toujours. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Alors, quoi vous dire? J'ai trouvé ça très beau, mais juste beau. D'accord. On a un peu tous la même problématique, c'est-à-dire qu'on aimerait bien que finalement la prescription d'activité physique puisse permettre à des personnes de se remettre à l'activité physique et de trouver des centres adaptés, ce qui n'est en tout cas, moi dans le département où je travaille, le 93,
n'est pas le cas. Donc c'est sûr que de faire une prescription qui ne peut pas être suivie, c'est toujours une problématique. Mais bon, ça, je pense que ça changera. C'est en train de changer petit à petit. Alors pour moi, ça ne pourra changer qu'à partir du moment où on prend vraiment conscience qu'on n'est pas forcément une nation de sportifs, c'est-à-dire avec un visuel sur Teddy Riner, avec un visuel sur tel sportif ou tel sportif, mais qu'il faut vraiment qu'on prenne en considération de devenir une nation sportive où chaque personne va être acteur de sa propre santé par le mouvement. Et en plus, on a une grande ligne droite, c'est les JO de Paris, et pour moi, c'est une belle ligne droite qui nous permet normalement de pouvoir sensibiliser des plus petits à l'école, aux plus grands, aux seniors. C'est l'apprentissage à faire vivre son corps et à l'activité physique. Et ça, on ne l'a pas eu. Et donc, mais je me souviens, ça me rappelle quelques souvenirs, quand j'avais des groupes, effectivement, en éducation thérapeutique ou en semaine d'enseignement à Rangueil, et que je parlais d'activité physique. Et c'est pour ça que ma réaction était celle de dire « Ah, mais moi, je ne peux pas ». Les personnes me disaient « Ah, mais moi, je ne peux pas faire d'activité physique, je ne peux pas ». Donc tout le monde assis autour de la table, je dis levez le bras gauche. Alors et hop, on levait le bras gauche, levez le bras droit, levez le bras droit, levez-vous. Tout le monde se levait. Vous voyez que vous pouvez faire de l'activité physique. Et donc c'est cette notion de bouger, de faire bouger son corps qu'il faut retrouver et à laquelle on a peut-être un petit peu trop abandonné cette idée-là ces 40 dernières années, quoi. Alors, il y a les non volontaires, il y a les réfractaires, je ne sais pas comment il faut les appeler, il y a ceux qui refusent ou en tout cas qui ne prennent pas, je dirais, les recommandations. Et puis, il y a ceux qui sont un peu connectés. La question, Nordine, elle est de revenir sur ce sujet des objets connectés. Est-ce que ça peut permettre de détendre un peu l'atmosphère, de rendre aussi ces prescriptions dont parlait Dr Bihan un petit peu plus sexy? Est-ce qu'avec ça, on a envie de revenir au sport quand on est dans cette situation-là? Est-ce que ça nous aide? Et je pense également à cette période qu'on a connue pendant 18 mois, où la seule, Michel nous dira un petit mot après, sur laquelle effectivement on avait une seule ou quasiment, une ou deux prescriptions de sortie, si je reprends le terme. On avait le droit d'aller à la boulangerie, de faire du sport et de sortir son chien. Si on n'aime pas le pain et qu'on n'a pas de chien, comment on fait? Effectivement, ces objets connectés avaient Nordine, en tout cas, une idée, ou en tout cas derrière la tête, la volonté de nous donner envie. En tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience vraiment de la nécessité et des bienfaits de l'activité physique et sportive. Pour le coup, je vais rajouter sportif derrière, sur les bienfaits physiques, mais aussi psychologiques. On l'a vu, il y a eu un impact énorme et moi à titre personnel, c'est vrai que toutes les nouvelles personnes que j'ai accompagnées, malheureusement, c'était soit des personnes qui étaient en surcharge pondérale, voire en grande surcharge pondérale, soit face à la dépression. Donc il y a eu un intérêt énorme de pouvoir se mettre en action, et les objets connectés ont pour moi été vecteurs de sensibilisation sur la nécessité de devoir se bouger. Combien de coups de fil on a pu passer pendant le confinement, que ce soit le premier ou le deuxième? Toutes les personnes avec qui je pouvais échanger, je leur dis c'est simple, à partir d'aujourd'hui, que ce soit chez vous ou si jamais vous êtes autour de chez vous, dès que vous avez un coup de fil, vous vous levez et vous marchez. Vous capitalisez sur son nombre de pas et vous allez voir qu'un coup de fil de 15, 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, vous allez engendrer énormément de milliers de pas. Et rien que ça, c'est une petite brique qui va me permettre d'associer d'autres briques pour avoir un mur après que je vais appeler santé. Mais en tout cas, les objets connectés, aujourd'hui, on est tous dedans. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'on va pouvoir, je le vois avec ma fille qui a 10 ans, je vais pouvoir la sensibiliser aussi sur cette notion de mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, alors, elle a un smartphone, mais au lieu de rester sur son smartphone à appeler sa copine ou quoi que ce soit, je vais lui dire, tiens, on va aller voir ta copine, on va se promener. Et en même temps, je vais pouvoir la sensibiliser sur le nombre de pas qu'on a fait. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est les bracelets connectés aussi. Pour toutes les personnes qui peuvent être sédentaires, et ça malheureusement il y a beaucoup de gens qui travaillent à leur bureau ou même en télétravail, c'est vrai que ça permet de sensibiliser énormément les personnes sur le mouvement. Des bracelets à moindre coût, il y en a à 20 €. Et l'idée, ça va être de, par exemple, remplir toutes les petites lumières que je vais avoir sur mon bracelet pour qu'à la fin de la journée, puis je puisse me dire, entre ce que je mange et ce que je dois dépenser, je suis à l'équilibre. Et après, à minuit, ça redémarre à zéro. Et chaque jour, justement, je dois réussir à pouvoir, on parlait de régularité tout à l'heure, pouvoir intégrer cette notion de régularité. Et sans pression, on va pouvoir, que ce soit en période de confinement, au travail ou même après le week-end, pouvoir se dire, tiens, grâce à ça, je vais pouvoir bouger régulièrement et peu importe l'âge et surtout, peu importe l'état de santé. Ce que je veux dire, c'est que je vais pouvoir moi aussi rentrer mon état physique,
mes capacités physiques et surtout le vécu que j'ai au niveau sportif, parce qu'on n'est pas tous égaux aussi face à cette capacité et surtout cette volonté. Et grâce à ça, je vais déculpabiliser, surtout je vais capitaliser sur ma santé. Donc ça nous permet de faire rentrer effectivement des personnes dans la boucle hein, sur ce sujet de l'activité sportive. Gérard, Raymond, ou alors Michel peut-être justement une réaction. Tu voulais nous toi, réagir sur cette période de Covid hein, sur laquelle on a... Sur la période Covid où moi je me suis rendu compte qu'en dans les 2 mois de confinement, en plus en tant qu'élu et les salariés, on était tous assis sur notre siège en visio. Même si moi j'essayais de descendre 2 fois par jour les 5 étages de mon immeuble, etc. Et je me dis que maintenant il faut prendre à bras le corps la problématique du télétravail parce que c'est un avantage, c'est un bien-être, un confort, surtout en région parisienne avec les temps de transport. Mais est-ce que ça ne va pas empêcher les gens d'être un peu plus actifs parce que moi, je vois souvent les gens au parc Brassens, qui n'est pas très loin de chez nous, à Blomet, où les gens courent comme des malades 1 fois par semaine, alors qu'il vaut mieux marcher 15 minutes par jour. Bah oui, Nordine, moi j'ai fait du yoga à Vincennes pour le premier Odyssea. Bravo. Non, mais Nordine, on va devoir construire un parcours autour de chaque domicile de patients avec la boulangerie, etc. On a un gros boulot à faire. Non, mais c'est vraiment important. Moi, je m'oblige tous les jours, même il y a des jours où il y a du travail à la maison, etc. Je m'oblige tous les jours à marcher, même si on ne fait pas les 10 000 pas, même si on n'en fait que 4 000, mais tous les jours, parce que c'est, à mon sens, mais je ne suis pas des professionnels comme vous, à mon sens, c'est le seule possibilité d'équilibrer le sport dans sa semaine, quel que soit notre âge. Gérard, ça va dans le sens de ce qu'on disait, mais surtout sur les objets connectés, je reviens dessus. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a longuement échangé. Et ça va. Alors, il y aura, je pense, un échange à faire avec le professeur Bihan là-dessus, parce que sur finalement l'accompagnement, l'éducation thérapeutique, ça change beaucoup de choses. On l'a dit, avec ça, on arrive à raccrocher des gens qui ne s'y mettaient pas forcément, et on arrive à avoir de la data, de la donnée, etc. Quel lien également entre le patient et le professeur? Là, on est passé à un stade supérieur. On dépasse aussi l'activité physique. Mais effectivement, on a constaté que la mise en place ou l'accélération de programmes de suivi, d'accompagnement à distance dans cette période-là, où on nous avait dit que c'était très difficile, et puis tout d'un coup, on a pu faire ce qu'on appelait la télémédecine, les téléconsultations, les plateformes de suivi à distance. On s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait rapprocher les dialogues entre les soignants et les soignés, et qu'effectivement, on pouvait peut-être par ce biais-là, intéresser davantage les patients à être plus actifs, à être plus acteurs, à les suivre davantage et à les accompagner. Mais ce que je voulais dire aussi, dans le cadre de l'activité physique, l'Association française diabétique, encore elle, a mis en place ce qu'elle a appelé le slow diabète. Et on voit bien, le slow diabète, il y a eu quand même plus de 4000 personnes qui se sont inscrites dans l'affaire de quelques semaines. Eh bien, c'était effectivement un moment où on pouvait faire du yoga, on pouvait faire de la respiration, on pouvait marcher, on pouvait essayer aussi de faire un petit peu d'activité physique, et un moment de contact, de dialogue, d'échange entre ces personnes-là qui étaient, c'est vrai, notamment dans le cadre du premier confinement, on était quand même un peu perdus et un peu isolés. Et donc c'était important qu'on puisse proposer des genres de MOOC, d'activité physique. D'ailleurs, il y a pas mal de MOOC qui se sont créés sur l'activité physique pour que les gens, le matin, un petit quart d'heure, devant leur ordinateur, puissent reproduire les mouvements de la belle starlette qui faisait ces mouvements sur l'écran. Donc, on a essayé tout le monde, mais après, ce qui est important, et particulièrement sur cette pathologie du diabète de type 2, c'est comment encourager les gens à le faire. C'est comment accompagner les gens à se prendre un petit peu en charge, parce que hop, on revient au vieux défaut, au vieux principe de « Ah, moi je peux pas, je suis fatigué, je suis trop vieux, etc. etc. » Et donc, comment on arrive à les encourager? Certainement que les soutiens et les accompagnements à distance peuvent être des outils intéressants pour pouvoir mieux faire participer l'ensemble des patients. C'est vrai qu'après, il y a d'autres avantages aux objets connectés. Il y a les datas, il y a les données, il y a bien d'autres choses. Mais enfin, là, on déborde de l'activité physique et de la diététique.
Alors, on va quand même interroger le professeur Bihan dessus parce que ça nous intéresse. Hein. J'élargis, comme vous dites, mais vous allez voir, on va réussir à recentrer un petit peu juste après. Professeur Bihan, vous, ces data, ces données, ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de faire, ça vous est utile? Ça vous a été utile ou pas du tout? Justement, dans cette éducation thérapeutique, parce qu'évidemment, tout le monde ne pouvait plus se déplacer, venir vous voir. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport aux patients, tout simplement? Alors, il y a deux questions. Si vous me demandez qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique et qu'est-ce que ça a changé est-ce que je me suis mise à la télémédecine? C'est un petit peu ça. Alors, pour répondre à la première question, moi, je suis plus une grande fan des rapports humains et j'ai envie de voir les patients tête à tête. Et donc, je veux qu'ils viennent me voir. Et je trouve que la relation n'est pas du tout la même quand on est derrière un écran, ce qui n'était pas en plus notre cas, parce que la plupart de mes patients n'ont pas de téléphone portable pour partir sur de la visioconférence et on n'était pas suffisamment, nous, équipés. Mais donc moi, les patients que je suis en consultation, je trouve que le face-à-face est quelque chose dont j'ai besoin et dont je pense que les gens ont besoin. Parce que je pense que la télémédecine peut pallier à certains points de parcours de soins, de défauts de suivi ou répondre à quelques questions, mais que finalement, sur le long cours, j'ai l'impression que, en tout cas ma relation moi avec mes médecins ou les soignants, c'est qu'on a un peu besoin d'avoir l'autre en face. Et que c'est pas que d'avoir un rappel sur son téléphone portable de faire du sport qui va être suffisant. On voit bien que je suis d'accord sur l'intérêt de la motivation initiale pour les objets connectés, mais on ne remplacera pas forcément l'humain à la fin. Et puis pour la deuxième partie, c'est est-ce que ça a beaucoup changé? Alors là, oui, énormément, ça a énormément changé. Et les objets connectés avec l'apport de données et certes plus chez les patients diabétiques de type 1, mais quand même de façon majeure chez les patients diabétiques de type 2, puisque tous les patients que je vais prendre en charge avec un diabète de type 2, lorsqu'ils ont de l'insuline, vont bénéficier des mêmes technologies que les patients avec un diabète de type 1, et donc à savoir un capteur pour avoir une mesure continue du glucose qui nous permet d'avoir accès à toutes leurs données. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a certes une multitude de données, parfois même ce que je vous disais aussi en préparation, parfois peut-être trop de données par rapport au temps pour les traiter. Mais ce qui est un outil thérapeutique en termes d'éducation, c'est de bien regarder les excursions glycémiques au moment des repas et également, à l'inverse, l'effet de l'activité physique. C'est comme on a accès à tout, on verra aussi que soit le dimanche, ils font 100 km de vélo, et là, il faut vraiment baisser notre dose d'insuline. Soit à l'inverse, le samedi soir, c'était mariage et il y avait entrée, plat, dessert, petit four, trou normand, deuxième plat, deuxième dessert. Et là, on va montrer aux patients que de façon ponctuelle, il y a eu une excursion glycémique qu'on peut redater, qu'on peut analyser finement. Donc ça nous donne accès à finalement le suivi des courbes. Et alors sur le plan personnel, moi, j'avais porté aussi un capteur à un moment donné de glycémie et je trouvais que c'est vrai qu'on est très addict au départ à cet objet connecté pour voir un petit peu l'impact de notre mode de vie sur les variations glycémiques et de voir que en faisant de l'activité physique, ça va avoir un effet net sur la glycémie à partir d'un certain temps. Donc, ça peut être un outil. Ça peut vraiment donner plein d'informations et un outil. Mais maintenant, je ne suis pas en tout cas une grande fan pour le moment de la télémédecine, de la téléconsultation parce que je trouve qu'il y a des choses qui passent dans le langage corporel, dans la façon d'être en consultation et surtout l'accès à toutes les informations. Je dis juste avant de vous rendre la parole, les patients que je vois sont pour beaucoup d'un faible niveau socio-économique avec de multiples difficultés et faire une téléconsultation, ça justifie, c'est quand même, on a besoin en face que le patient ait préparé sa consultation, est capable de nous lire une ordonnance, de nous lire des résultats biologiques, de retrouver tout seul son hémoglobine glycosylée. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut attendre de tout à chacun.
Et donc, je pense qu'il faut qu'on ne sera pas tous des médecins de téléconsultants selon les endroits où on exerce et selon les patients qu'on va vouloir prendre en charge ou qu'on nous voudra accompagner. Gérard Raymond, vous vouliez réagir? Ah non, oui, bien entendu, on ne va pas remplacer le colloque singulier, on ne va pas remplacer le contact, on ne va pas remplacer l'échange. Mais moi, j'ai une question à vous poser, mais vous comprendrez pourquoi j'ai envie de vous la poser. Ça vous a changé la vie quand même, les capteurs de glucose en continu? Ça vous a changé le métier? Oui. Mais ça, à un moment donné, ça m'a même tellement changé le métier que je me suis demandé si j'allais pas changer de métier. Parce que j'avais pas eu comme vision au départ de faire des analyses statistiques et des courbes, etc. Et que finalement, je trouvais qu'il y avait, qu'au tout début notamment, les patients avaient envie de discuter quasiment de leur glycémie au quotidien sur 3 mois de suivi, ce qui n'est pas possible en termes de temps. Maintenant, ça y est, j'ai pris du recul et puis on voit bien que on a pris tous l'habitude, je pense à la fois les patients, les médecins généralistes, les soignants, de naviguer avec ces nouveaux outils. Et les patients sont beaucoup plus bavards. Ils parlent davantage. Alors justement, généralement, Mais je l'avais dit, au moment où c'est arrivé, j'ai dit ça ne changera pas que la vie des patients, ça va beaucoup changer la vie des professionnels de santé. Vous avez vu, il est bavard comme patient et comme professeur. Simplement, justement, est-ce que ça permet aussi, professeur, de rendre le patient plus proactif quelque part? Parce qu'il venait vous voir, il culpabilisait un petit peu, il fallait que parfois vous lui tiriez les verres du nez. Et finalement, là, il y a au quotidien des indicateurs, un lien qui se crée. Est-ce que ça permet de déculpabiliser et de rendre le patient plus proactif dans son suivi au quotidien? Je pense que ça a donné pour beaucoup de personnes qui étaient depuis longtemps fatiguées de l'absence d'avancées technologiques, ça a vraiment redonné un coup de fouet parce qu'il y a eu un vrai changement qui a vraiment changé le mode de vie, de ne plus avoir besoin de faire des autocontrôles. Maintenant, je trouve, pour moi, ça ne révolutionne pas la personnalité d'une personne. C'est-à-dire que les gens qui étaient proactifs avant le sont toujours. Et les gens qui n'étaient pas spécialement proactifs, certains ne se sont pas investis dans leurs outils technologiques. Ils l'utilisent pour ne plus avoir mal, ce qui est une évidence en termes d'autocontrôle. Mais ils n'ont pas forcément... S'ils ne s'investissaient pas avant, ça n'a pas forcément changé complètement la façon d'être des gens. Je crois que c'est des outils, mais ça ne change pas notre fond. Justement, Nordine, sur ce sujet, comment vous conseilleriez ou comment vous activeriez cette proactivité du patient sur les conseils que vous délivrez au quotidien? Déjà de faire un point pour voir un petit peu où on en est physiquement, est toujours intéressant de faire un bilan, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en décalage avec ce qu'on est et ce qu'on a été. Et pour le coup, on vit ou on a tous vécu ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir situer, de placer le curseur sur les capacités physiques et la condition physique du patient. Et après, de lui expliquer que ce n'est pas une compétition, c'est une course de fond. Et tout à l'heure, on évoquait l'idée de pouvoir aller sur quelque chose de très doux, de très long. Et c'est vrai que ce qu'on appelle dans le jargon l'endurance fondamentale, c'est-à-dire le rythme à laquelle je suis capable d'échanger avec vous, va me permettre d'une part de créer une base très solide pour après aller sur des efforts différents et des pratiques différentes comme la musculation, comme la natation, des choses qui vont permettre peut-être pour certaines personnes prendre davantage de plaisir et puis surtout de varier aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans une même activité sportive. Et pour le coup, si le lundi je fais telle activité sportive et le mercredi une autre ou le vendredi, je vais pouvoir m'intégrer, m'imprégner de cette notion d'activité physique et sportive. Et là, j'aurai tout gagné parce que je vais pouvoir évoluer au fur et à mesure des années. Le bilan, il est très simple. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 choses. Professeur, je vous vois sur une chaise. Moi, comme j'aime bien la pratique, vous allez vous reculer, qu'on vous voit un petit peu plus sur la chaise, s'il vous plaît. Alors, Nordine passe à l'action. Attention, c'est une séance gratuite, on le dit bien, de coaching Asseyez-vous sur la chaise, asseyez-vous en sur la direct. chaise. Je peux pas être plus loin. Non, c'est très bien, c'est parfait, très bien, super. Et puis, je vais faire le test aussi à Tania, comme ça on va voir nos deux correspondantes, ça va être très bien. Je vais vous demander de vous relever, tout simplement. Toutes les deux.
Toutes les deux. Très bien. Vous rasseyez, vous avez un point. Bravo. Attendez, je bouge la chaise. Il Super. est taquin. Là, ce qu'on va faire maintenant, alors les gens qui veulent le faire en direct, vous pouvez essayer aussi. Vous allez lever une jambe. Peu importe la jambe, vous levez une jambe. C'est bon? Oh la vache, alors doucement, il y a de la souplesse, ok, je vois, mais doucement. Voilà, vous allez Oui, on vous l'a dit, c'est de l'impro, hein, on est en direct. Attention à la déchirure, là. Vous allez juste lever une jambe, celle que vous voulez, d'accord? Vous êtes prête? Et là, en prenant appui juste sur l'autre jambe, vous allez pousser sur la jambe pour vous relever, d'accord? Vous relevez une jambe. Allez, vous poussez sur la jambe d'appui et vous essayez de vous relever. Très bien, super, vous allez vous rasseoir, vous avez 2 points. Alors là, comme vous êtes 2 malignes, vous avez certainement pris la jambe forte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même exercice, mais de l'autre jambe. Je remercie en tout cas Gérard de nous avoir laissé debout pour nous éviter l'exercice. Hein, j'en profite. Je n'ai pas donné un timing vestimentaire, heureusement. Non, On n'était pas prévenus. Hein. Justement, l'idée, c'est de pouvoir aussi montrer aux personnes que par de petits tests très simples, que ce soit, là on l'a vu, hein, à votre domicile ou au travail, on va pouvoir faire un bilan sur ces conditions physiques. Alors là, j'ai testé la force de vos jambes, hein, mais on parlait de la sédentarité tout à l'heure, qui contribue malheureusement à la fonte du fessier, à la fonte des jambes, à la fonte des muscles dorsaux. Et pour le coup, là, bravo, parce que vous avez 3 points, le score maximal. Alors peut-être que quand vous allez effectuer ce test-là, vous allez voir que vous allez vous relever de la jambe gauche et pas forcément de la jambe droite. Et grâce à des petits tests très simples, vous allez pouvoir orienter le renforcement musculaire, parce que là, c'était un test de renforcement musculaire, ou la pratique sportive en fonction de votre capacité. Merci pour les tests, hein, bravo. Merci à vous deux et merci à Nordine. Nordine, ça veut dire aussi qu'on peut très facilement être un petit peu l'ambassadeur des petites astuces. Parce que ce que tu viens de nous montrer, pardon, on se tutoie, excuse-moi, mais ce que tu viens de nous montrer, c'est quelque chose de très simple qui permet de décoincer un petit peu l'esprit, de partager et puis d'éviter peut-être un peu l'effet Instagram. On parlait tout à l'heure de compète. Là, on est dans des choses très simples, du quotidien, qui sont faciles à reproduire, qui sont faciles à tester, à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de vérité dans ce qui vient d'être dit là, en effet, parce que je trouve que les réseaux sociaux sont très écrasants. Écrasants, c'est-à-dire qu'on va mettre la plus belle photo, le plus beau repas, la plus belle performance sportive. Et pour le coup, les personnes qui ne sont pas forcément actives ou qui ne sont pas sportives vont regarder puis vont se dire « Oh là là, ma collègue, elle a fait ça, moi j'en suis incapable, et ainsi de suite ». Et il n'y a rien de pire sur l'aspect psychologique pour pouvoir détruire l'envie de pouvoir se rebouger. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Voilà, ça arrive des fois des trous comme ça. Je ne sais plus, on va y arriver, mais… Pas de problème, je te parlais de cette notion d'ambassadeur, en fait, d'être finalement un peu le relais des choses très simples, parce que le petit test que tu viens de faire là, je pense qu'on est tous capables de le faire refaire, d'aller plus loin. Je pense que on pourrait continuer d'ailleurs. Hein. L'idée, c'est de pouvoir être, tu parlais d'ambassadeur, d'être le parrain aussi de l'activité sportive, de l'activité physique du voisin, d'un parent, d'un collègue, et par des choses très simples, d'un enfant aussi, parce que les enfants, ce sont eux demain les parrains du mouvement, hein, et si nous ne leur enseignons pas, si on ne les éduque pas sur cette nécessité et sur le plaisir de bouger, quel message ils vont renvoyer demain eux-mêmes à leurs propres enfants. Donc je pense en effet que chacun à son niveau, on peut être le parrain et la marraine du mouvement d'une personne ou de deux, qui eux-mêmes après vont être le parrain et la marraine de mouvement aussi. Et grâce à ça, je pense qu'on va véhiculer un ensemble sur cette notion d'activité sportive qui est essentielle, quoi. Tania, je me tourne à nouveau vers vous, justement sur cette notion de proactivité. Comment on peut être proactif? On a parlé tout à l'heure de la notion d'équilibre. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que finalement les conseils basiques? Alors, je voulais juste rebondir sur ce que disait Nordine et le professeur Bihan aussi. Par rapport à la compétition, on a aussi ça, on ressent beaucoup ça aussi dans la cuisine en fait. Il y a énormément d'émissions de télévision, gastronomique, culinaire, etc. Mais à la maison, c'est pas du tout comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah mais non, mais moi je cuisine pas, je ne le fais pas parce que c'est trop compliqué, je ne saurais jamais faire ça. » Et l'idée, c'est de leur dire exactement comme Nordine vient de nous faire faire, des choses simples sont bonnes pour la santé. On n'est pas des chefs étoilés à la maison et on ne demande à personne de cuisiner de cette manière-là. Donc déjà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, sur la proactivité, sortir du cadre. Alors moi, je le fais via le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la santé environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des connaissances qui nous font, que l'on découvre au fur et à mesure sur les effets de certaines molécules
et notamment les fameux perturbateurs endocriniens que j'ai cités tout à l'heure, qui viennent mettre un petit peu le bazar dans notre système endocrinien, donc dans notre système hormonal. Aujourd'hui, on sait, il y a plein d'études qui sortent, et notamment une qui va bientôt sortir, qui va être une très belle étude, pour expliquer les effets obésogènes et diabétogènes de certaines de ces molécules-là. Donc, l'idée de cette sortie de cadre, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'il y a manger équilibré, donc il y a ce qu'on va mettre dans son assiette, mais il y a aussi les ustensiles qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on va cuisiner, et ça fait partie aussi de la qualité nutritionnelle que l'on va retrouver dans son assiette. Un exemple qu'on peut citer très facilement, par exemple, les poêles antiadhésives contiennent des molécules que l'on sait être des perturbateurs endocriniens obésogènes et diabétogènes. Donc l'idée, le conseil très simple que l'on peut donner à ces personnes-là, c'est de dire, voilà, est-ce que vous pouvez changer de matériau de casserole, matériau de poêle, passer d'une poêle antiadhésive à une poêle qui va être dans un matériau inerte et durable et qui ne va pas vous mettre en danger, qui ne va pas vous exposer à ces molécules-là. On parlait des pesticides tout à l'heure, ça fait partie de l'arsenal. Alors, certaines personnes vont opposer des arguments du type c'est plus cher. Oui, ça peut être plus cher, bien sûr, puisque les aliments qui sont issus de l'agriculture biologique sont un peu plus chers. Maintenant, on ne va pas les éplucher. Donc, quand on enlève le poids des épluchures et qu'on compare le poids au kilo, finalement, je pense qu'on s'y retrouve quand même assez globalement. Et si on mange de saison, les aliments sont aussi beaucoup moins chers que si on va chercher des aliments qui poussent hors saison ou qui viennent de très loin. Donc on a des petits conseils comme ça. Et puis après, on peut aussi sortir du cadre diététique, puisque ces fameuses molécules, on va les trouver aussi dans notre quotidien, sur les vêtements techniques qui contiennent, vous savez, des molécules pour empêcher d'être mouillé, des imperméabilisants par exemple, font partie de ces molécules obésogènes et diabétogènes. Donc c'est pas miraculeux puisqu'on va limiter son exposition. C'est une exposition qui... Ah, j'entends des voix, excusez-moi, ça va? C'est bon, vous pouvez continuer, je vous en prie. Oui, pardon, j'ai entendu un petit truc. Donc voilà, l'idée c'est de faire en sorte que son environnement quotidien soit le plus sain possible et le plus intéressant possible et le moins néfaste possible. Donc ça sort aussi du cadre de l'alimentation telle qu'on l'entend habituellement. Et un autre conseil très très simple, parce que l'exposition est très importante via ce mode de pratique, c'est par exemple arrêter d'utiliser des ustensiles en plastique, que ce soit les boîtes en plastique, et surtout de ne pas réchauffer d'aliments dans ces ustensiles en plastique, dans ces boîtes en plastique. Je ne citerai pas la marque, mais tout le monde la connaît. Voilà. L'idée, c'est de plutôt aller vers des contenants en verre, des contenants en inox, voilà, des choses comme ça qui ne vont pas nous mettre à risque, puisqu'on sait aujourd'hui que les effets de ces contenants-là sont délétères. En tout cas, ce sera une parenthèse. Ils peuvent être made in France, fabriqués en France. C'est encore mieux pour l'ensemble. Ça fait toujours travailler l'emploi. Professeur Billan, une réaction sur cette notion de santé environnementale et vraiment voilà, des petites choses au quotidien auxquelles il faut être attentif et attentive. Oui, tout à fait. Alors, j'adhère avec votre discours et je pense que ça devient une notion de plus en plus connue maintenant dans le monde, dans le grand public et dans le monde scientifique. Mais je mettrai une réserve par rapport au fait que je pense qu'il faut qu'on soit pas forcément confusionnant vis-à-vis des patients et que, je dirais, ce que vous proposez là, c'est quand même une cerise sur le gâteau, mais pour déjà des gens qui sont bien clairs sur leur alimentation. Et c'est un petit peu comme quand je vois des gens qui font des courses en ayant à la fois des yaourts à 0% et des crèmes de yaourt d'une certaine marque grecque. Et à un moment donné, il peut y avoir une vraie cacophonie. Comment ? Ça taquine un petit peu en plateau, je vous laisse poursuivre. La marque grecque de yaourt au coco. Ah non, oui peut-être. Enfin, bon, en tout cas, on ne cite rien. Je pense que nous, il faut qu'on fasse attention à ne pas rentrer dans une cacophonie qui fait qu'après, les patients vont plus savoir
quelle est la hiérarchie? C'est-à-dire que moi, je vois par exemple toujours des gens qui arrivent avec un diagnostic de diabète qui vont rapporter une consommation de boissons sucrées de 2 litres par jour de boissons sucrées. Donc, je veux dire, je pense que pour ces patients-là, on est d'abord dans une rééducation aux bases alimentaires et que j'irai sûrement pas leur parler de perturbateurs endocriniens. Vous comprenez juste, enfin voilà. Oui. Après, Step by je veux step, bien- c'est ça. Comment? Step by step. Oui, c'est ça. Après, je veux bien avoir votre réaction sur justement aussi, comme on disait tout à l'heure, les objets connectés et l'accès pour les patients diabétiques de type 2, notamment à de plus en plus d'informations. Est-ce que moi, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé mes consultations, mais je me dis que d'autant plus en diététique, et j'ai des patients, moi, parfois ceux qui sont très proacteurs, vont me montrer une courbe de glycémie quand le petit déjeuner aura comporté du lait d'avoine, puis le lendemain du lait de soja, et puis en fait, quand il y avait un petit déjeuner avec un lait classique, et qui peuvent rentrer dans plein de jeux. Est-ce que vous trouvez les gens plus joueurs dans le bon sens, puisqu'ils connaissent de plus en plus leur alimentation? La question Et étant, est-ce qu'on donne la courbe du mariage avec le trou normand? Je me souviens, vous en avez parlé tout à l'heure, mais ça, c'est pour plus tard. Oui, en fait, on je peut trouve. pas l'effacer. Alors, par rapport à la On peut pas l'effacer, la par courbe. rapport à la proactivité, je trouve que les gens qui sont curieux sont très intéressants et du coup, ces objets-là majorent leur curiosité. Avant, c'était plutôt des personnes qui justement devaient faire les autocontrôles et rechigner un petit peu, même si certains jouaient aussi un petit peu avec ça, c'est-à-dire que on parlait des diabétiques et des diabètes différents au début de cette agora. Chaque personne va avoir une réaction différente. En tout cas, la glycémie peut être différente en fonction de tel ou tel aliment. Moi, j'ai vu des patients avoir des glycémies qui montaient très très fortement après un plat de lentilles et d'autres qui n'avaient pas du tout de hausse de glycémie. Donc, je trouve que ces objets-là permettent de s'amuser, entre guillemets, à voir justement très facilement les effets de tel ou tel aliment sans être obligé effectivement de faire ces autocontrôles qui étaient franchement pas marrants avant. Et donc ça c'est clair que les curieux, moi je les appelle comme ça, les expérimentateurs, le sont d'autant plus aujourd'hui et c'est très rigolo. Mais alors après, effectivement, alors nous, on prend peut-être un peu, je ne sais pas combien de temps vous prenez pour une consultation, mais c'est vrai que les consultations peuvent très vite devenir très, 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 très longues parce qu'on s'amuse à regarder tout ça. Mais par moments, c'est nécessaire, en fait, pour les rassurer, pour échanger. Et c'est une bonne base d'échange et de discussion, justement. Gérard Raymond, ça déculpabilise aussi, ça permet cette curiosité dont parle finalement le professeur. Tout à fait, ça permet d'être acteur et ça permet d'avoir une explication, de pouvoir donner une explication à son médecin, d'abord à soi-même, puis après à son médecin. Et le trou normand, c'est normal qu'il y ait un trou dans la glycémie parce qu'il y a le trou normand. Mais à partir du moment où on le sait, tout va bien. Et on peut l'expliquer facilement aux professionnels de santé. Ça déculpabilise. Et ça rend l'échange plus serein, plus égalitaire. Moi, j'ai l'habitude de dire d'un expert scientifique avec un expert profane de sa maladie. Et donc, je comprends très bien que si on rentre dans ce jeu, et c'est bien d'y rentrer, les échanges sont beaucoup plus intéressants et peuvent être un peu plus longs, particulièrement sur cette maladie-là. Et c'est quand même un plus. On va pouvoir petit à petit à amener de plus en plus de diabétiques, y compris de type 2, à être plus acteurs de leur propre santé par ce biais-là. Évidemment, restera toujours ceux qui sont dans le déni. Eh bien, ceux qui sont dans le déni, vous y passerez vous aussi un peu plus de temps par rapport aux autres. Voilà, c'est comme ça, il y aura une sélection. Mais moi, je trouve que ces nouveaux outils, ces nouveaux dispositifs médicaux permettent une véritable expression du patient à s'engager dans sa maladie et à pouvoir être proactif. Et c'est très intéressant de voir cela.
Alors là, on a parlé évidemment de manger à domicile, du quotidien, etc. Je voudrais revenir avec Nordine sur ce qu'on peut faire aussi au travail, parce qu'on a montré le bon exemple. On est ici en live depuis le siège d'Harmonie Mutuelle à Paris. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Nordine, on est debout, on a montré le bon exemple. Nordine, toi, dans les conseils que tu apportes au quotidien et dans tes interventions professionnelles, tu amènes également toute cette notion de mouvement et de quotidien au travail. C'est-à-dire qu'on y passe quand même, alors quand on n'est pas en télétravail bien sûr, on y passe quand même un paquet d'heures par semaine, hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, peu importe le corps de métier, c'est vrai qu'à chaque métier, on va pouvoir intégrer des choses, que ce soit, bien entendu, on l'entend depuis des années, l'échauffement, tout simplement, rien que ça sur des métiers très physiques. J'étais l'autre fois dans un entrepôt et c'est vrai que la mise en place d'échauffement, 5 minutes, 6 minutes, et puis en plus, on va pouvoir prendre, on parlait tout à l'heure de parrain, va me pouvoir permettre d'avoir de la régularité après lorsque je serai parti. Mais l'échauffement articulaire, la mobilité articulaire, l'échauffement musculaire, pardon, et la mobilité articulaire va me permettre de prévenir beaucoup de maux et d'intégrer aussi cette notion de mouvement. Ça, c'est la première chose. Il y a la sensibilisation sur l'activité physique, ça, on l'a vu tout à l'heure avec que ce soit les bracelets connectés, mais après, toutes les actions qu'on peut mettre en place. Alors, bien entendu, il y a les challenges, on voit ça depuis des années, les challenges un petit peu inter-entreprises, mais après, on l'a vu en téléphone, c'est-à-dire que combien de fois je vais appeler ma collègue qui est à 2 bureaux alors que je pourrais marcher pour aller la voir. Les réunions sur des belles entreprises dans lesquelles je vais, le vendredi, je mets en place des réunions sur lesquelles on fait le tour de bâtiment quand le temps le permet. Et rien que ça va me permettre d'intégrer du mouvement. Il y a les étirements aussi. Pour les personnes qui restent 7 heures, 8 heures, eh ben, on va prendre rendez-vous avec soi-même. On parlait de rendez-vous tout à l'heure, où toutes les heures, toutes les 45 minutes, on va se prendre 2-3 minutes et puis je vais pouvoir mettre en place des étirements très simples. On n'est pas là pour faire devenir des sportifs de haut niveau, mais des étirements très simples qui vont en plus faire du bien et apaiser le stress, mais en plus vont limiter toutes les tensions musculaires. Et puis après, on parlait tout à l'heure de révolution dans les objets connectés. J'aime beaucoup les objets connectés dans cette capacité à pouvoir créer du lien social, mais aussi une dynamique de groupe. Et c'est vrai que là-dessus, en mettant en place des espèces de communautés, je vais pouvoir créer tout un système qui va me permettre d'intégrer tout le monde. Et peu importe si après on est en surcharge pondérale, si on est sédentaire, si on a 58 ans, si on a 20 ans, on va pouvoir regrouper tout le monde et créer des dynamiques d'activité physique et sportive qui vont permettre de rendre une entreprise vraiment active pour que les gens puissent se prévenir des différents maux et surtout de la sédentarité. Donc les astuces, en fait, elles sont simples, hein. Il y en a des milliers. La seule chose, il faut juste se les appliquer. Pourquoi pas, mais ça on l'entend, hein, mais pourquoi pas aller à vélo aussi au travail? Ça peut être juste une journée, ou ça peut être marcher un petit peu, descendre d'une station de métro ou de bus avant, et tout ça va me permettre de capitaliser. Je ne vais pas vous montrer mon état de sédentarité, mais cette semaine, j'étais assez assis et pour le coup, c'est vrai que des fois, je peux me faire peur. Et rien que ça, quand le soir, je rentre, je vais me dire, tiens, là, il fait beau. En tout cas, sur Orléans, il fait beau. Après, je vais aller marcher un petit peu avec ma fille. Et puis, pour le coup, je vais pouvoir atteindre ce fameux équilibre de métabolisme entre ce que je mange et ce que je brûle, quoi. Ok, donc on a bien compris, quand on va voir le professeur Bihan, on descend à la station avant, hein, voilà, on n'oublie pas ce petit conseil très, très simple. Je taquine. Si vous faites professeur, s'il vous plaît, demain, faites-le au moins avec 5 personnes. Vous proposez à 5 personnes d'avoir des rendez-vous debout. Vous pensez à moi et puis surtout à ce moment d'harmonie mutuelle. Voilà. Très bien, merci. On va essayer de prendre maintenant quelques questions qui sont en ligne et puis en fonction des questions, hein, le premier, la première qui semble susceptible de nous répondre, on va essayer de les prendre un petit peu à la volée. Le vieillissement favorise-t-il l'apparition du diabète, nous demande Anonyme. On va laisser le professeur répondre. Donc la réponse c'est oui, si on prend, je ne donnerai pas beaucoup de chiffres, hein, mais si on prend la population française adulte, on a à peu près 5% de la population qui est diabétique. Si maintenant je regarde que les gens qui ont plus de 70 ans, on va arriver à 15 à 20% de la classe d'âge au-dessus de 70 ans qui va présenter un diabète. Et ça, l'explication, elle est
classique, c'est-à-dire qu'on vieillit, nos organes vieillissent et donc notre pancréas sécrète aussi moins d'insuline en vieillissant et ne sera pas forcément capable de faire face aux besoins. Donc après, la bonne nouvelle, c'est que nos objectifs glycémiques sont évidemment pas les mêmes en vieillissant, et quand on découvre un diabète après 80 ans, on n'aura pas les mêmes objectifs et donc les choix thérapeutiques peuvent aussi être modifiés. Très bien. Stéphanie qui nous demande quelle est la définition du prédiabète. Alors ça va être également peut-être pour moi. Donc, le prédiabète, c'est en fait deux situations qui conduiront au diabète. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, comme son nom l'indique, on ne parlera pas de diabète, mais avant d'être diabétique. Et donc ça repose sur des chiffres. On parle de diabète quand on a 2 glycémies au-dessus d'1,26 g à jeun ou une glycémie à plus de 2 grammes à 2 reprises. Et le prédiabète, c'est donc quand on a une glycémie entre 1 g et 1,26 g à jeun. Donc la glycémie au-dessus d'1 gramme, elle est déjà jugée un petit peu élevée. Et puis on a une autre façon de découvrir ce qu'on appelle les états prédiabétiques. C'est quand on fait un test de charge en glucose, et là on va avoir une glycémie au-dessus d'1,40 g après une charge en glucose, et ça définira aussi le stade de prédiabète. Alors ces chiffres-là, en fait, ils changent, puisque quand moi j'ai passé l'internat, quand j'ai commencé ma spécialité, le diabète était défini à 1,40 g. Maintenant, on est passé à 1,26 g. On parlait de prédiabète avant, quand on dépassait 1,10 g. Maintenant, on est à 1 g. Donc voilà, les seuils changent. Ce qui est intéressant à retenir comme notion, c'est que quand on dépiste le diabète, quand le médecin traitant fait une glycémie à jeun et qu'on voit qu'elle est au-dessus d'1 gramme, ça peut être l'occasion justement d'aller rencontrer Nordine et Tania et de mettre en place des choses, parce que ça, il y a beaucoup d'études, plein d'études de prévention qui ont montré que si au stade de prédiabète, on mettait en place des changements d'activité physique, diététique, on allait retarder, on diminuera de façon nette l'apparition du diabète, c'est-à-dire qu'on va la retarder par rapport à si on ne fait rien. Et donc la plupart des études de prévention, il y a 3 départements dont on fait partie en Seine-Saint-Denis, 3 départements français où la Caisse d'assurance maladie a mis en place ce genre d'études en proposant à des patients qui ont un prédiabète de rentrer comme ça dans des programmes de coaching diététique et sportif pour éviter l'apparition du diabète. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est finalement. On nous demande également, professeur, quels sont les symptômes ou en tout cas des éléments d'alerte. Alors pour le prédiabète, il n'y aura aucun élément d'alerte, puisque quand la glycémie elle est à peine élevée, il n'y aura pas de symptômes, parce que les symptômes classiques de diabète avec le syndrome polyurépolycystique, c'est-à-dire le fait de beaucoup boire et beaucoup uriner, ça n'apparaît que très tardivement, puisqu'il faut que le taux de sucre, en général, dépasse 1,80 g. Donc, dans les premières périodes, on ne peut pas avoir de symptômes de prédiabète. Il faut faire une prise de sang parce qu'on a des facteurs de risque et qu'on veut faire un dépistage. Donc, l'AFD, par exemple, promeut le dépistage avec un score FINRISC, un score qu'on peut trouver sur le site de l'AFD qui permet de calculer son risque d'avoir du diabète. Et du coup, de demander, si le médecin traitant ne l'a pas proposé, de demander un dépistage un peu plus précoce. Mais autrement, il n'y aura malheureusement pas de symptômes au stade prédiabète. Vers qui se tourner pour débuter une activité physique adaptée? Je crois qu'il est en direct avec nous. Je pense qu'on pourra donner tous les contacts nécessaires. Au-delà de ça, je vais quand même répondre parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'associations, de clubs, d'entreprises dans lesquelles aussi des dirigeants vont être sensibilisés dessus, et c'est pas pour faire de la pub, mais Harmonie en tout cas sont précurseurs dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses à disposition, gratuites aussi, et qui va me permettre justement de pouvoir répondre à pas mal de besoins, et notamment pour les personnes qui voudraient se remettre en mouvement pour lutter contre le diabète.
Harmonie Mutuelle, c'était la seule publicité qu'on avait le droit de faire dans ce programme en live, donc il n'y a C'est aucun cadeau. problème, C'est cadeau. Nordine. C'est cadeau. Gérard Raymond, peut-être avant de conclure, mais peut-être une réflexion un peu générale sur ces questions-là qu'on voit, qui sont des questions assez pratico-pratiques. Alors, on a quelques questions également un tout petit peu plus pointues. C'est pas que je veux pas les prendre, c'est simplement qu'on pourra vous répondre peut-être de façon un peu plus écrite, personnalisée par la suite. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive à avoir des gens qu'on capte pas forcément d'habitude et qui posent des questions voilà, sur leur quotidien, sur leurs inquiétudes. Ben oui, c'est normal parce que ce diabète, et particulièrement ce diabète de type 2, il est sournois, et, il est indolore et sans douleur. Ce qu'a dit le professeur, c'est qu'on arrive allègrement à 2 grammes sans s'en apercevoir, et on est bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, si brutalement on vous ramène à 1 gramme, eh bien c'est là, à ce moment-là, que vous vous sentez pas bien. Donc, c'est une maladie extrêmement sournoise, cette hyperglycémie qui monte régulièrement, type 2, hein, qu'on soit clair sur ce que je dis, sous le contrôle du vrai professeur. Voilà. Donc, et effectivement, ça inquiète les gens parce que on en voit de plus en plus. Le vieillissement de la population étant là, la communication étant là, etc., etc. Et donc, ça inquiète de plus en plus les gens parce que tout le monde connaît dans sa famille une personne qui a eu un diabète ou on a peut-être suspecté un diabète quand elle était un peu plus âgée, etc. Et donc, c'est normal qu'effectivement, il y ait cette inquiétude-là. C'est peut-être cette inquiétude-là, c'est peut-être le bon réflexe. C'est que avant d'alarmer, de dire vous êtes des grands malades et vous allez vous retrouver avec des piqûres d'insuline, etc., etc., c'est de dire voilà, vous avez peut-être un début d'hyperglycémie, une glycémie à jeun qui est légèrement élevée, vous avez une petite surcharge pondérale, et bien c'est le moment effectivement de prendre votre corps en main et de bouger un petit peu, de faire attention à votre diététique et tout va revenir normal. Et c'est assez intéressant parce que dès qu'on est dans ce cas-là et qu'on se met à faire un peu d'activité physique et avoir une hygiène de vie un peu plus correcte, les glycémies reviennent très vite à la normale. Le résultat est quasiment dans la semaine, dans la quinzaine. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Le résultat, on le touche tout de suite. On n'a pas à attendre des mois et des mois pour retrouver une glycémie relativement normale. Donc, je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment aujourd'hui encore dans ce pays sur l'éducation à la santé, sur la prévention de cette hyperglycémie chronique, sur la prévention de ce diabète de type 2, qui est quand même une maladie qui fait quand même pas mal de dégâts une fois qu'elle est déclarée. Et là, pour vous, Gérard Raymond, on est sur un bon triptyque quand on réfléchit le quotidien du patient comme ça, c'est-à-dire la science, voilà, le savoir scientifique, le traitement, la diététique d'un côté, le sport, c'est 3 jambes, hein, du coup. Hein. Oui, non, mais j'ai toujours dit que l'équilibre d'un diabétique reposait sur trois pieds. Hein. C'est le trépied. C'est l'activité physique, c'est la diététique et c'est le traitement. Particulièrement pour les types 1, mais les types 2, c'est pareil. Et donc, c'est vraiment les 3 pieds. Et ils sont importants. Et le professeur l'a dit. Pour un type 2, les plus importants, c'est l'activité physique et la diététique. Je pense d'ailleurs que pour le type 1, c'est pareil parce que ouais, on peut se balancer autant d'unités d'insuline si on s'arrête à tous les bistrots du coin et si on mange quelques centinorés tranquillement, évidemment la glycémie ne sera pas très bonne. Donc je pense que effectivement cette notion de qualité de vie, d'environnement, d'éducation physique et diététique, c'est extrêmement important pour nous tous et c'est un facteur important qu'il faut inculquer aux patients, enfin les inculquer, il faut les accompagner, alors c'est en fonction effectivement, le professeur dans le 9-3 c'est parfois un peu plus délicat, évidemment avec une population assez particulière, mais il faut développer des programmes d'accompagnement, des programmes de soutien avec bienveillance et tous les petits pas sont des victoires. J'ai appris ça à l'éducation thérapeutique, il n'y a pas d'échec, il y a simplement des petits pas qui sont parfois plus ou moins rapides et souvent là. Et donc voilà, il faut se contenter avec ces patients-là de petits pas, il faut les encourager à avancer, à progresser et surtout
ne pas les culpabiliser. Je reviens. C'est le principe du marathon. C'est ça, je reviens vers Exactement, vous dans mon un cher Ali. instant, Gérard. Peut-être la même question à vous trois, très rapidement pour conclure. Ce triptyque-là, finalement réuni sur l'écran ce soir, c'est ce qui vous paraît être le bon équilibre. Et du coup, ça nous permet de dire qu'on s'est vraiment, non pas trompé sur l'intitulé de la conférence, mais qu'on y ajoute avec vous une dimension supplémentaire, professeur Bihan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'ai pas du tout évoqué, enfin on n'a pas beaucoup évoqué ici juste un dernier point qui était la place du médecin traitant et du parcours de soins avec le diabétologue. On n'a pas eu le temps en effet. On n'a pas eu le temps, mais je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans tout le dépistage, finalement, c'est comment une personne va mettre en place tout son parcours de soins. Et là, on a vraiment on a besoin qu'elle choisisse pas tellement son diabétologue, parce que ça viendra plus tard, on espère le plus tard possible, mais bien son médecin traitant qui pourra l'aider, coordonner et puis expliquer un peu les diverses étapes. Donc, dans la partie thérapeutique, je rajouterais juste ce petit mot du médecin généraliste dans ce parcours. Le type 2, c'est le médecin traitant, c'est le médecin généraliste. Et quand Oui, le ça. type 2 vient voir un spécialiste, c'est que déjà, il se passe des choses anormales. Gérard, on refera une agora sur le parcours du patient, sur son évolution. C'était un des sujets, mais on n'a pas pu tout aborder malheureusement. Très intéressant. Voilà. Très intéressant, surtout aujourd'hui avec les moyens modernes d'accompagnement à distance, etc. Et aussi l'organisation des soins de proximité en intégrant effectivement l'activité physique et la diététique. Il y a une réflexion qu'il faut mener sur l'organisation et l'offre de soins et l'offre de santé en proximité, mais je pense aussi qu'effectivement, les assurances complémentaires et les mutuelles complémentaires ont un rôle important à jouer dans cette réorganisation et cette prise en charge-là de l'ensemble des citoyens. Donc, agora spéciale au mois de janvier, février, ensemble sur ça. Ça va? C'est bon, c'est noté. Va. Tania, Nordine, pour conclure, du coup, vous nous montez un petit programme ensemble, coordonné, sous la houlette du professeur, et puis Gérard Raymond nous valide tout ça? Que si le Avec professeur plaisir. et le président viennent en survêtement. Pas trop va négocier. difficile. Pourquoi pas? Très bien. Eh bien, écoutez, on va conclure très simplement cette agora. Peut-on espérer que les médias informent davantage sur ces solutions? Nous dit Graal, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire avec notre propre média et avec bien sûr la participation de nos intervenants. Et merci pour ces interventions très pédagogiques, nous dit Patrick. Donc très simplement, vous remercier, vous toutes et tous, de nous avoir suivis ce soir. Remercier nos 4 intervenants, remercier Michel également qui nous a fait le plaisir de rester avec nous durant cette heure et demie. Remercier Thomas Blanchette, notre président, pour son intervention, et également Hélène Sophie, Nathalie, Christine, toute la petite équipe qui a organisé cette manifestation en live. Également Julien, Benjamin et Sylvain de Signe Rouge qui sont en régie et qui nous ont permis de n'avoir aucune difficulté à nous connecter. Et puis on vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui voudront continuer les débats sur d'autres thèmes, toujours dans notre région Île-de-France, proactive sur les agoras, sur les échanges. Nous nous retrouvons le 7 décembre pour parler des déserts médicaux en Île-de-France. Bonne soirée à toutes et à tous et merci encore.